il a pas eu sa chance pendant que les autres étaient blessés parce qu'il était nul, tout simplement. Historiquement, PSG top 10, non. Ça néglige aussi régulièrement le niveau du championnat. C'est une blague ou quoi? C'est fait exprès. L2IMS, dans la surface c'est terrible. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la Surface. Aujourd'hui, on a un invité de marque, M. Kaou Diallo. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Invité de marque, je ne sais pas encore, mais merci pour l'invitation. Moi, c'est Kaou Diallo, je suis responsable préfo formation au Paris Saint-Germain, en lien avec l'association et le centre de formation. Je suis aussi coach au Paris Saint-Germain depuis plus de 10 ans maintenant. Je crois que c'est ma 15e saison, donc ancien joueur aussi. J'ai pu en faire mon métier pendant de nombreuses années aussi, donc je suis content en tout cas de l'invitation et de vouloir partager ça avec vous aujourd'hui. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur ton parcours de footballeur déjà de base. Oui. Parce que je pense que tu as quand même pas mal de choses à dire de toutes tes années à un bon niveau, à haut niveau. Donc on aimerait savoir un petit peu ton parcours et tu nous détailles un petit peu ce que tu as fait, les niveaux où tu as joué. Moi, ouais, j'ai eu un parcours, je dirais, assez classique, dans la mesure où je suis de Trappes à la base, donc j'ai fait toutes mes gammes à Trappes. Après, j'ai pu avoir, grâce aux générations, avec Kamel Zerdi, Nicolas Anelka, Franck Dubus, des joueurs qui ont aussi eu de la qualité, me faire remarquer un peu comme ce que les jeunes, je dirais, ils cherchent. Nous, c'était un peu plus facile parce qu'on n'était pas encore tous dans ce mode-là. Donc, j'ai pu aller jouer sur Martigues. Après, j'ai pu jouer au Red Star, à Versailles, à Mantes. C'est là où je pense que j'ai le plus explosé. Et du coup, derrière, à Brest, avec cette montée en Ligue 2, après de cette montée en Ligue 2, d'aller sur Nancy aussi, où j'ai pu connaître aussi le moment est international A, donc avec ces CAN, avec le Mali, ouais, donc les CAN, et les coachs qui font que tu passes encore des paliers. Tranquillement, je dirais, j'ai eu une carrière sans vague, avec des coachs qui m'ont toujours voulu, donc j'ai pas galéré. Ce serait mentir de dire que j'ai galéré dans le foot, mais non, à chaque fois, j'ai pu bien honorer mon contrat, enchaîner d'autres contrats, et ça a été une bonne carrière, je dirais, où j'ai pu être épanoui, gagner des titres aussi. Ouais, j'ai eu une bonne petite carrière dont j'en suis fier aujourd'hui. Une bonne carrière, un bon niveau, tu dis. Un bon niveau, oui. C'est pas du tout une carrière à la portée de tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir justement cette capacité à pouvoir aller au niveau, parce que le plus haut niveau que tu as joué, du coup, c'est Ligue 2. Oui. C'est ça, Ligue 2. Je pense que c'est pour quelqu'un qui sort de Trappes. Dans les générations d'avant où c'est beaucoup moins difficile, où c'était moins facile qu'aujourd'hui, avec toutes les vidéos, les caméras, les trucs, les parents qui font des montages, c'était plus facile de se montrer. Oui. Vous étiez vraiment dans le début des grosses générations. C'est ça. Et pour se montrer, il y avait 1 ou 2 détections par an et c'était plus difficile de gravir les échelons. C'est exactement ça. Moi, je dirais la Ligue 2 parce que ce sont les championnats que j'ai pu bien banquer. Après, quand on monte en Ligue 1 avec Nancy, donc moi, j'ai pu commencer et autres. Après, de par la maladie que j'ai pu avoir derrière, j'ai pas fait toute l'année en Ligue 1. Donc, comme je l'ai pas fait toute l'année, je la compterai pas. Même si oui, j'y ai goûté, j'y ai fait. À l'époque, c'était même la D1, c'était même pas la Ligue 1. J'ai été épanoui sur le niveau Ligue 2. En Ligue 1, je l'ai commencé, mais j'ai pas pu m'épanouir dessus. T'as pas pu aller au bout de ta saison, quoi. Mais je reste quand même persuadé, entre guillemets, que ce que j'ai pu connaître en amateur, ça m'a permis de pouvoir justement m'épanouir au niveau professionnel. T'as forgé oui, caractère. Sans aller trop vite. Ouais. Sans aller trop vite. Donc oui, j'ai pu avoir à chaque fois de bons niveaux, mais à chaque fois par étapes. Je n'ai pas connu le monde amateur et tout de suite le monde professionnel. J'ai pu connaître le monde CFA, national, Ligue 2 et Ligue 1. Donc quand tu étais à Versailles, c'était DH à l'époque, c'est ça? C'était DH à l'époque, ouais. Après, tu es parti à Mantes, CFA. CFA 2, CFA national avec Brest, Ligue 2. Ligue 2. Voilà. Et donc j'ai pu connaître toutes ces étapes-là qui m'ont permis à chaque fois d'élever aussi mon niveau de jeu, mais d'être accompagné et de pouvoir grandir sans sauter d'étape. C'est pour ça que quand aujourd'hui je dis que j'ai fait une bonne carrière, c'est qu'à chaque fois j'ai pu grandir avec le niveau auquel j'ai joué. Et parce qu'à chaque fois j'ai eu la sensation de le confirmer ce niveau, et du coup derrière, de monter au niveau supérieur, c'était encore un nouveau challenge. Donc du coup, on se remettait encore au travail pour progresser, travailler et m'épanouir à chaque fois. Et
dans ces Il y niveaux-là. a une difficulté d'arriver au niveau sans être passé par le centre de formation. Donc toi, tu étais à Trappes Oui. au départ, c'est-à-dire pas de centre de formation, c'est-à-dire 2 entraînements par semaine. À l'époque, on n'était pas encore comme aujourd'hui, on en fait 3, 4. On est sur du 2 entraînements par semaine où il y a des bases qu'on n'a pas. Et toi, tu n'as pas fait de centre. Tu arrives à gravir les échelons, arrives en CFA, National, Ligue 2. Est-ce que quand tu grandis, tu sens cette différence avec des joueurs qui, eux, ont fait du centre, par exemple? Tu sens la différence de par le cadre. Après, il y a aussi de très bonnes choses que moi j'ai pu avoir que eux n'ont pas eu. Quand j'étais à Trappes, je pouvais faire des matchs une fois dans la semaine, mais de 2 séances. Par contre, je pouvais aussi jouer dans le quartier pendant 4 heures sans chasuble. C'est-à-dire que quand j'arrive, moi, avec des mecs qui ont fait du centre, qui avaient l'habitude d'avoir des chasubles, mais moi, en termes de prise d'infos, d'orientation de corps et autres, j'étais à des années-lumière d'avance sur eux. J'avais tout ça. Moi, pour pouvoir faire la passe, il fallait que je voie la tête de mon coéquipier. Savoir s'il est vraiment avec Si toi. c'était vraiment mon gars. Ouais. Sinon, là, couleur orange, j'allais beaucoup plus vite. Pour moi, c'était facile avec les chasubles. Donc, où j'arrivais, ok, pas avec ce cadre très structuré et autres, quand j'avais tout un bagage technico-tactique, eux, étaient facilités par des chasubles. Mais moi, j'étais à des années-lumière d'avance parce que j'avais moins et je faisais la même chose. Donc, en ayant ça, forcément, dans mon éclosion, c'était beaucoup plus rapide. C'était plus rapide et plus facile. Je dirais plus facile, non, parce que quand tu arrives et que tu n'as pas cette structure-là, on te Ces habitudes de travail. On te demande toujours aussi on va voir ce que tu vas faire maintenant, plus cadré, avec des joueurs du même niveau que toi. Tu restais toujours en te disant, là, il faut que je montre, et je démontre, mais surtout que je travaille pour pouvoir être à niveau. Parce que quand tu ne l'es pas, on va te cibler, on va dire, il vient de plus loin, alors que non, on ne vient pas de plus loin. On n'a pas eu juste le même départ, mais au final, on est dans le même échelon. Donc là, comment tu vas travailler avec les conditions que tu vas avoir? Tu vas avoir les mêmes conditions de travail, parce que moi, je travaille peut-être un peu plus sur d'autres choses, et toi, tu vas travailler aussi plus sur d'autres choses. Donc du coup, au final, on va mettre la même énergie. Quand tu passes pour relater un peu ta carrière, quand tu passes du monde CFA, CFA 2, CFA où tu étais à Mantes, tu passes en national à Brest, où là on commence à être professionnel, semi-professionnel, selon les cours que vous avez, je ne sais pas trop à l'époque. D'où est la différence? Comment elle se gère? Parce que être CFA, tu rentres tous les jours chez toi, tu es à côté de Mantes, c'est à côté de la maison, une demi-heure, tu pars à Brest, tu pars loin, c'est peut-être les premières fois en fait où tu pars loin de chez toi. Où je parle vraiment loin, de chez toi, où tu te déracines un petit peu, même si tu es un adulte. Est-ce qu'il y a une difficulté là-dessus et la différence de niveau des deux, est-ce qu'elle se ressent énormément? Oui. Clairement, je pense que même là, avec tout le recul que j'ai, après carrière, le niveau national, ça a été le niveau le plus dur dans lequel j'ai pu évoluer. Il y a des clubs à statut pro, il y a des clubs amateurs, et surtout, le dernier peut battre le premier, l'avant-dernier, il peut battre le 5e, et donc chaque match est compliqué. Mais tu vas avoir toujours ces 3 gros clubs moteurs qui vont descendre de Ligue 2, et qui eux vont arriver avec un budget, tout ça pour remonter, donc c'est pas évident. Après, la différence, c'est que forcément, là, tu arrives, tu t'entraînes tous les jours, qu'une exigence professionnelle et une obligation de résultat et de performance. Chose que peut-être en CFA, tu l'as, mais à moindre mesure. Dans la mesure où tu te dis, quand on est dans les 3-4 premiers, quand tu vas jouer le bas de classement, tu vas te dire, on va arriver, ils vont arriver chez nous, c'est un contexte un peu particulier. Peut-être qu'eux, ils ont peut-être 2 séances, nous, on en a peut-être 3, on va avoir 5 joueurs qui vont pouvoir faire des différences. Tu arrives au niveau national, là, tout. C'est un groupe plus homogène. Beaucoup plus homogène, et surtout, ton top player, eux, ils vont en avoir aussi 1, 2, 3. Et il y a les budgets. Ça, c'est comme dans le foot de très haut niveau. Plus le budget est gros, plus l'équipe elle est forte. Donc du coup, ça a beaucoup plus de conséquences et d'impact tout de suite qu'en CFA. En CFA, on sait que des fois, il y a des clubs qui ont de très très gros budgets. Tout de suite, quand le budget il est là, tu vois la différence. Donc oui, le niveau, pour moi, entre le régional et le national, c'est compliqué. Quand je dis le national, c'est N3, N2. Dès que tu arrives en N2, quand tu montes en national, c'est tout de suite un autre métier. Et quand tu arrives en national, tu arrives en Ligue 2, c'est tout de suite un autre métier. Grosse différence entre la nationale et la Ligue 2, par exemple? Oui. La Ligue 2 aussi, c'est tout de suite encore un peu plus dur, un peu plus exigeant. Maintenant, je dirais avec les barrages, tu peux te maintenir ou monter un peu plus facilement. Le 3e, il peut monter, et ainsi de suite. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, tu finissais dans les 2 derniers, tu descendais, point. Voilà. Tu finissais dans les pression supplémentaire. Exactement. Donc, tu avais beaucoup plus d'exigences aussi. Je trouve que
même ce passage, tu vois, national, Ligue 2, Ligue 1, est très, 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 très dur. C'est pour ça qu'en plus, c'est des championnats beaucoup plus longs que la Ligue 1. Tu commences bien avant et des fois, tu finis bien après. Donc, en termes d'exigence de travail, c'est plus dur. Et tu arrives à être international malien, du coup? Oui. Quand tu es à Brest en national ou quand tu passes en Ligue 2? Non, quand tu es à Brest. Quand tu es à Brest? Quand tu es en CFA, on entend un peu parler de toi, tu fais de bonnes choses, donc ça reste sur les équipes un peu de jeunes. Donc ça reste de la découverte. Tu fais quelques tournois, mais une fois que tu arrives en national, bon, bah là tout de suite, c'est l'équipe. À l'époque, c'était Stambouli, Henri Stambouli, qui sortait du coach du Montpellier, qui était sélectionneur, qui lui a recensé tous ces joueurs-là. Et quand on m'appelle, on fait une bonne saison, nous déjà avec Brest. Et derrière, quand il te prend, c'est tout de suite pour jouer. Parce que nous, à l'époque aussi, c'était l'équipe de l'époque de Sédou Keita. Qui était au Barça. Voilà. Séville à l'époque. Séville encore, non? C'était ça, il était Non, à Lens à l'époque. Encore. Oui, Okay. il sortait de Marseille, il était à Lens. Parce qu'il était à Marseille, après il est parti à Lens. C'était Kanouté, c'était Sami Traoré, Eric Schell. Donc c'est une belle génération du Mali quand même. Oui, c'était notre grosse génération, mais c'était la génération aussi qu'on se connaissait plus jeune. Donc on est arrivé avec des certitudes, parce que on avait cette étude un peu de jouer tous ensemble. Donc après, quand certains se rajoutent comme Kanouté, tout ça, qui étaient des joueurs très confirmés en Liga, et que c'était des personnes qui t'ont ajouté une vraie plus-value, tout de suite l'équipe elle est un peu plus relevée. Après, on n'a pas pris de titre, faut pas se mentir aussi, on a fait de bons parcours. Des demi, 2 fois, des quarts, mais tu prends pas de titre parce que en face aussi, tu avais des générations comme celle du Nigeria, tu es à des années-lumière de chez nous. Tu avais l'Égypte qui marchait sur l'eau et sur tout le monde. Tu avais de très bonnes générations aussi en Tunisie. Au Maroc, peut-être à moindre mesure, mais l'Algérie qui montait aussi. C'était toujours des nations en tout cas qui existaient. Qui existaient. Après, nous, sur notre génération, tu avais la génération du Nigeria, du Cameroun. Tu avais ces joueurs-là qui étaient des internationaux confirmés, qui jouaient dans tous les gros clubs. Tous les gros clubs européens, ça jouait la Ligue des Champions. Chaque année, quand tu les rencontrais, tu voyais la différence aussi. C'était pas du tout les mêmes moyens, les mêmes joueurs, les mêmes structures. Content, en tout cas, d'avoir initié justement cette carrière-là avec la sélection. Oui, parce que je suis en national et que quand tu y vas et que tu joues contre des générations que tu vois, à l'époque, c'était l'équipe du dimanche. Tu dis, tu as cette fierté-là de les rencontrer. Et à la fin, tu te dis, aujourd'hui, il y a eu du foot, les gars. Mais ça va être une grosse fierté pour un petit de Trappes qui sort pas de centre de formation, qui n'a pas, on va dire, un carrière atypique au début, d'arriver jusqu'en sélection du Mali, par son parcours et par son travail. Ça va être une grosse fierté pour toi et même pour la famille, je pense. Pour la famille, oui. Après, même si à l'époque, c'est plus les enfants, mais les parents, nous, ils étaient occupés peut-être aussi à d'autres choses. Mais très fier parce que sont nos racines. Et surtout, toute une humiliation qui se fait derrière. C'est-à-dire auprès de la famille, auprès du pays. Mais même nous, c'est la reconnaissance du travail, de notre travail. Et là, ça fait plaisir parce que tu sais que c'est pas inaccessible, que ça ouvre des portes aussi pour tout le monde. C'est un peu la reconnaissance ultime, de pouvoir être international et de pouvoir représenter son pays ou ses origines selon les... Oui, bien sûr, parce que c'est l'équipe la plus haute avec laquelle tu peux jouer. Au-dessus, il n'y a pas. C'est l'équipe la plus haute. Donc oui, c'est une fierté, une reconnaissance. Après, c'est aussi le fruit de tout ce travail-là. Mais je dirais encore, c'est autre chose, parce qu'au-delà de la fierté ou autre, c'est le plaisir de pouvoir jouer justement pour un pays, pour des personnes qui vont se reconnaître en toi, les personnes d'origine ici ou les locaux, c'est une réelle fierté pour eux d'avoir quelqu'un qui les représente. Tout a plaisir à aller là-bas. Et moi, à mon époque, quand on y allait, tu n'allais pas pour les primes de match, tu allais vraiment pour le maillot, pour le blason, pas pour essayer de prendre une prime de match, de te faire rembourser ou autre. Nous, nos camps, quand on se réunissait, les rassemblements, c'était en France. On se retrouvait dans le 91, à Lys, à Porte de Bagnolet. C'est des choses simples, mais qu'on mettait beaucoup de cœur, nous, dans ça. Tu vois l'équipe de France. À l'époque, ils avaient Clairefontaine et tout plein de journalistes et tout. Nous, on est arrivés en toute simplicité. On prenait nos voitures, on arrivait dans Paris, on se garait. Voilà. Limite, on allait se voir entre potes, on allait taper un coup. Exactement. Mais on savait pourquoi on était là et qu'une fois qu'on mettait le maillot, tu avais toute cette
cette motivation, toute cette force extérieure aussi qu'on te donnait pour pouvoir avancer. J'imagine que ça doit être quelque chose de très fort en tout cas. Oui, J'ai pas eu la chance de le vivre, mais je pense franchement que c'est quelque chose de fort très parce que, comme je dis, nous, tu t'en rends compte une fois que tu vois les personnes extérieures derrière te donner toute cette force-là, cette motivation, quand tu gagnes, mais même quand tu perds. Là, maintenant, je trouve que ça peut être démesuré dans la victoire comme dans la défaite. Nous, à l'époque, on n'attendait rien. C'est, hey, les gars, faites de votre mieux, allez-y le plus loin possible. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Ah ouais, non, Heureusement. il n'y avait pas tout, il y avait pas tout ça, c'était beaucoup plus cadré. Beaucoup plus cadré. Et je dirais, tant mieux. Maintenant, est-ce que s'il y avait eu les réseaux sociaux, est-ce que ça aurait donné un plus ou un moins? Je ne le sais pas, mais là, avec les réseaux, tout prend une proportion beaucoup plus grande. Avec les réseaux dans le bon comme dans le moins bon. Il y a un joueur moyen, on peut le rendre hyper fort. Et les joueurs hyper forts, avec les réseaux, on peut le détruire. Ça va dans les deux sens, ça peut aller très vite. Du coup, après la Ligue 2, là, tu fais une montée en Ligue 1, tu dois arrêter. Je dois arrêter, voilà. Je dois arrêter, je dois me soigner. Une fois que je me soigne, je reviens tranquillement sur des niveaux à Versailles, Poissy, c'est un peu de la CFA. Et je prépare tranquillement aussi l'après. L'après-carrière. Voilà, je prépare tranquillement aussi l'après parce que quand ça touche la santé, on se remet tranquillement et on se dit, bon, c'est pas éternel non plus de jouer jusqu'à je sais pas quel âge. Tu savais déjà où tu voulais aller quand tu as ta fin de carrière? Pas tout de suite, parce que je dirais pas que j'ai eu la fibre coach tout de suite, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après dans le foot, mais surtout, qu'est-ce que je peux transmettre? Parce qu'on m'a donné, et comme on m'a donné, on m'a accompagné, c'était de savoir transmettre derrière aussi. Et dans cette mission-là, j'ai pu rencontrer des coachs, en amateur tout comme en pro, qui te parlent du coaching quand tu vois comment ils font, comment ils sont dévoués. Derrière, tu te dis, ça te donne envie. Pourquoi pas Pourquoi pas moi? Pourquoi? Non, d'abord, juste pourquoi pas? Pour découvrir le poste, découvrir le rôle d'un entraîneur. Une fois que j'ai pu aller poser des questions, écouter, voir, regarder, la question, c'était de se dire quel genre de coach tu veux être. C'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que tu veux être pour la gagne ou pas? Que tu veux transmettre? Quel genre de coach? Parce que je dirais pas c'est facile, mais on vient, on dit moi je suis coach, je veux gagner des matchs. Tu veux gagner des matchs, ça c'est le b.a.-ba. Après, c'est comment tu veux le gagner, avec quel style de joueur. Mais si tu gagnes pas, qu'est-ce que tu peux transmettre? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Mais qu'est-ce que aussi tu vas apporter au football? Je n'ai pas la prétention de dire que je vais révolutionner ou j'ai révolutionné des choses. Qu'est-ce que je peux apporter à ton niveau à toi, dans ton écosystème? Parce que moi, j'ai commencé, limite, tu es tout seul, tu vas apprendre et autres. Mais moi, avant de coacher, j'ai pu aller voir à travers ce qui se fait en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, avec des personnes avec lesquelles j'ai pu jouer, qu'eux ont eu des postes, ou des anciens coachs que j'ai pu côtoyer, prendre tout plein d'idées pour savoir quel genre de coach je voulais être. Et une fois que j'ai su quel genre de coach je voulais être, c'était de l'affiner un peu, à savoir est-ce que c'est un peu plus chez les grands, chez les ados, chez les petits. Et le club aussi. Et après le club. Après le club. Et je dirais que le club, en fait, ça va être la personne qui va te donner tout de suite un peu plus de confiance. Moi, mon premier poste de coaching, il était à Trappes, par exemple. Je suis venu, je suis parti, Arnaud Mbizi, moi, j'aimerais bien me lancer dans le coaching. J'ai quelques idées, j'ai envie de... Je me dis, il n'y a pas de problème, tiens, on te donne telle équipe. T'arrives avec un statut. J'avais le statut du joueur, mais en coach, néant. Ouais. Donc, du coup, j'avais tout à apprendre. Et j'avais aussi de Meini, qui était coach justement de la A. Moi, j'avais pris la B sur l'équipe des U15 à l'époque, la B, pour aussi découvrir, juste au niveau départemental, comment ça pouvait se passer. De gérer une équipe, des parents, un match, et surtout des joueurs. Les joueurs, avec des niveaux différents. Celui qui commence peut-être le foot depuis cette saison, l'autre qui a juste 2 ans de foot, l'autre qui est un peu plus avancé. Plus c'était une équipe B, donc peut-être avec 1 ou 2 joueurs de la A qui descendaient, mais 2 ou 3 joueurs de la B qui pouvaient monter. Donc tu dirais tous les week-ends, c'est pas vraiment la même équipe. Et il fallait gérer un peu tout ça. Et clairement, sur la première année, j'ai été me faire frapper dans tout le département du 78. Et c'était bien, C'est formateur. C'est très formateur, mais tu te poses aussi des questions, en te disant, je suis claqué comme coach. Moi, j'ai pris des 7-8-0 à Bois d'Arcy, Valais 78, à Rambouillet, mais je me faisais frapper bien. Et je rentrais, je disais, mais au petit, c'est vous, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est vous. Mais c'est vous. Moi, j'ai bien fait. Regardez et tout. Mais en fait, non, c'est pas eux, c'est pas moi. C'était juste le temps que ça prenne, tout simplement. Eux, comme moi, c'était le temps que ça prenne.
quand tu es là, et toujours encadré, encadré avec quelques anciens qui te disent non mais prends le temps, tu viens de débuter, compagnie, donc de poser à chaque fois des petites pierres, parce que moi je suis arrivé avec, comment tu sais pas faire la passe dans l'intervalle? Parce que pour toi, c'est logique. Ben oui, alors que lui disait, apprends-moi à faire la passe dans l'intervalle. Ah oui. Là, après, il te dit, mais pour faire la passe de l'intervalle, il faut le créer, l'intervalle. Donc oui, mais le joueur qui passe, hop, l'autre, il va se mettre entre deux. Et c'est ça. C'est une réflexion, en fait, que tu mets en place. Et que quand tu vas te mettre tout ça, tu te dis, oui, donc je peux te dire que la première année, j'ai bien souffert. Par contre, je suis resté une deuxième année pour bien me venger aussi. Et je me suis bien vengé parce que, du coup, c'était le même groupe avec lequel on avait travaillé. Et donc, derrière, quand tu gardes le même groupe, il y avait 14-15 mecs, en plus ça attrape, donc c'est pas des personnes à notre époque, nous qui étaient voués comme maintenant, à changer de club, à partir dans tous les sens. C'était différent, avant ça partait pas beaucoup. Non, c'était les petits de chez toi qui étaient là, bien posés, et j'ai gardé le même groupe, et sur la deuxième année, quand tu commences à gagner des matchs, oui, tu as cette petite fierté, mais surtout c'est la fierté de voir que tes garçons ont progressé. Ouais, qu'on a progressé. Qu'on a progressé et autres, donc moi, j'ai commencé avec Trappes, après je suis monté un cran au-dessus, sur Versailles, tout en travaillant à Versailles, j'ai pu avoir la chance aussi de travailler, avant le PSG, avec Clairefontaine, sur l'INF Clairefontaine, avec M. Lafarge, qui m'avait pris avec lui en adjoint pour continuer justement à former un peu le coach, à donner quelques billes et autres. Par rapport à ton statut de joueur, tu avais des diplômes que tu avais directement ou tu as dû tout passer? Alors moi, j'étais éligible pour passer tout de suite le BEF, mais j'ai fait le choix de tout faire. Je suis passé par l'initiateur 1 à l'époque, l'I1, l'I2, l'animateur senior. On a fait l'animateur senior ensemble avec la C'est ça, l'animateur senior. Et après, du coup, j'ai parti sur le BMF, le BEF, tout ça là. C'est jusqu'au BEF là? Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai tout pris, curiosité, mais surtout, ça me donnait un large panel de choix, d'idées. De savoir où tu voulais aller. Et surtout, et en plus, tu rencontres des personnes aussi. Donc, lui va te parler de son expérience et autres qui vont t'apporter de très belles expériences. T'en as qui vont t'apporter, surtout pas ça que je veux faire moi non plus. Donc tu avances comme ça. Mais non, j'ai vraiment pris le temps de pouvoir le faire pour pas, je vais pas te dire pour pas me tromper, mais pour savoir où est-ce que je vais y aller et comment je vais y aller. C'est pour ça que dès que je suis rentré au Paris Saint-Germain en tant qu'adjoint, j'ai pu découvrir avec Cédric Catenois, Laurent Chollet et autres aussi les codes Paris Saint-Germain. Que le jour où ils m'ont dit, écoute, tiens, maintenant une équipe, et tout de suite, avec la politique du club, la direction que j'ai prise. 1-2 années, au bout de la 3e, quand on voit que ça fonctionne bien, derrière, avec un peu plus de bouteilles, d'expérience, et on te laisse mettre tes idées petit à petit, et au jour d'aujourd'hui, je peux en tout cas me permettre de pouvoir glisser ma méthodologie de travail, des idées de jeu, mais toujours en lien aussi avec ce que le club demande. Donc c'est plus des pistes à aller explorer, à voir comment ça peut prendre. Parce qu'on a des joueurs qui vont nous rejoindre en cours de saison, donc de développer le joueur qui va l'amener à pouvoir jouer à son plus haut niveau possible. Et ça demande une méthode, ou du moins une méthodologie de travail différente que je pouvais connaître au tout début. C'est-à-dire d'avoir une équipe, un groupe, et d'avancer avec cette équipe-là. Là, je travaille avec des individus dans un collectif, dans un club. Tout le monde, peut-être, très certainement, peut-être pas pro au Paris Saint-Germain, pas pro son métier. Il y en a qui joueront en national, en Ligue 2, en régional. Il y en a qui arrêteront peut-être en U19. Mais c'est comment on va développer chaque joueur, chaque individu, pour qu'il puisse jouer, lui, à son meilleur niveau possible. Mais au Paris Saint-Germain, mais si demain, lui, je dois le prendre et je le mets dans un autre club, il faut qu'il connaisse son rôle, son poste, et ainsi de suite. Qu'il sache tout ce qu'on... Voilà, donc c'est pour ça que je dirais que tout ce que j'ai pu apprendre m'a amené à pouvoir être le coach que je suis aujourd'hui. Formateur aussi un peu plus. Et voilà, pour pouvoir développer le joueur comme il se doit, je dirais. Voilà, il y en a qui je vais rester 1 an, 2 ans. Il y en a 5 ans, mais ça va être en tout cas quelque chose qui va être ciblé pour lui, mais toujours dans un collectif. C'est un beau parcours très enrichissant. On va devoir finir. Je veux juste avoir une petite anecdote de ta part sur ta carrière de footballeur. Et j'aimerais bien savoir, vu que tu as une grande carrière, une longue carrière, moi je sais un peu, j'aimerais bien savoir les joueurs les plus forts avec qui tu as joué. 2-3 joueurs vraiment pour toi qui t'ont marqué. Et que si tu n'as pas une petite anecdote pour nous sur le long carrière que tu as eu, soit sur ces joueurs-là... Non, les anecdotes, ce qui est le problème avec les anecdotes, c'est qu'on peut impliquer d'autres joueurs dans nos anecdotes. Et ça c'est vrai, c'est pas faux. Ça peut être compliqué. Mais je vais prendre une anecdote, par exemple, me concernant moi, où je rentre un jour, c'est à Brest, un match un peu serré, compliqué, et le coach décide de me faire rentrer tout de suite. Il me dit, vas-y Diallo, tu vas rentrer, c'est pour toi. Donc moi, je m'échauffe et compagnie, c'était à Francis Leblay, au stade, à domicile. Et je rentre en me disant, faut que tu casses tout là. Donc les supporters, ils me donnent de la force, le changement il se fait. Et
Et je rentre, j'ai le ballon et c'est vrai que j'avais cette caractéristique de pouvoir être bon techniquement sur le dribble et enchaîner. Et quand je contrôle et sur le contrôle, tout le monde, j'entends un peu le public, waouh, c'est parti quoi. J'ai pris mon contrôle, j'ai poussé le ballon, je vais pour faire un crochet, je marche sur la table, sur le ballon, je me suis ramassé par terre. Tout le stade s'est mis à rigoler, tout le stade. Et je voulais même pas me relever. Ouais, tu voulais t'enterrer direct. Et ils ont pris la balle, contre-attaque poteau pour l'équipe adverse. Wow. Et je me rappelle que le coach me regarde, Albert Rust, et me regarde, me dit, ça va? Mais c'est le ça va. Ouais. Je te sors ou... Je te sors ou on va te laisser? J'ai dit non, ça va aller. On me redonne le ballon et tout le monde s'attend à... il va le faire. J'ai fait une passe calmement au joueur. Faut se rassurer. Et pendant 10 minutes, je faisais que des passes. Et tout le monde, le coach, me dit, mais je t'ai rentré pour percuter, pote. Tu vois pas, j'ai glissé la balle là. Tranquille. Mais ça se finit bien parce qu'à la fin, justement, c'est sur une élimination sur 3-4 joueurs que j'arrive à faire un décalage derrière et derrière ça marque. Donc ça se finit bien, mais je t'avoue que c'était une sacrée entrée en matière et ça, je l'oublierai pas. Après, il y a eu des joueurs en amateur comme en pro, avec lesquels... 2-3 pour qui t'as vraiment... Le 2-3, les joueurs avec qui j'ai joué, où je me suis dit, Seydou Keita par exemple, lui c'est the joueur. Lui je me suis dit, là, il y a nous et il y a lui dans l'équipe. La différence. Il y a nous et il y a lui. Laurent David, avec qui j'ai joué à Brest, il ne paye pas de mine et il pouvait boire, passer tout ce qui était liquide. Il fallait jouer au foot. J'ai rarement vu des joueurs aussi forts. En amateur aussi, il y a des joueurs qui m'ont... Armand Taï, où techniquement c'était très fort. Anouar Ghazouani, techniquement c'était très très fort. Et Mamadou Diawara, c'est un joueur avec lequel à chaque fois qu'il touchait la balle, il se passait quelque chose. Et j'étais content parce que tu avais ce lien familial qui était Trapp et autres. Mais surtout, je disais, c'est atypique. C'est des joueurs atypiques. Après, il y en a un où vraiment je me suis dit, lui, c'est Ribéry. Ça n'a pas étonné la suite qu'il a eue. Parce que clairement, quand il arrive à Brest, il sort de Alès, je crois, où il ne jouait pas beaucoup, où il n'était pas payé ou autre. Et quand il est arrivé à Brest, quand il est rentré dans l'équipe et ce qu'il a envoyé, je me dis, c'est quoi ça là? Et tout au long de l'année, crois-moi qu'on allait le voir pour dire aujourd'hui on a besoin de la prime, pote. Et franchement, c'est très 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 fort. Donc. Ribéry en numéro 1 alors. En numéro 1, je dirais Seydou Keita parce qu'il a pu le faire aussi avec moi, mais aussi en face. Okay. Mais c'est vrai que Ribéry derrière c'était une grosse tête. Mais j'ai toujours prôné le foot amateur parce que c'est des gars avec très peu de moyens qui ont fait des trucs où c'était très fort. Merci en tout cas à toi. Non, un plaisir. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Pour l'invitation encore et vous pouvez aussi entre guillemets continuer ce genre de choses là parce que c'est grâce aussi à vous et à ces émissions là. Là il y a des profils qui émergent et qui arrivent donc continuez comme ça, c'est très bien. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans la surface. N'hésitez pas à liker et à commenter et si vous avez joué avec Kaou, n'hésitez pas à vous mentionner. Bonne soirée à vous. Et que les joueurs forts. Non, les nuls ils vont se mentionner. Kaou, t'as joué avec lui? Mais non, mais pas lui, lui joue.